Monsieur Ahmed Ben Saada, bonjour. Bonjour. Alors, à travers vos écrits, on relève que vous allez à contresens des déclarations générales par rapport à la situation que traverse le pays sur le plan politique. Pour vous, en politique, rien n'est improvisé. Vous relevez des similitudes et des détails semblables avec ce qui s'est produit ailleurs dans d'autres pays, avec les printemps arabes ou les révolutions colorées des années 2000 dans l'Europe de l'Est. Vous faites référence justement dans vos écrits à une foule dense, une ambiance festive, des jeunes dans la fleur de l'âge, des slogans incisifs, de l'humour subtil et corrosif, le retirer, une charmante ballerine posant pour la postérité, des fleurs qui sont offertes aux policiers. Est-ce qu'on peut considérer que ces similitudes, c'est le fait du hasard? Vous dites non, monsieur Ahmed Ben Saada, pourquoi et comment? Alors, ce qui se passe en Algérie n'est pas nouveau. En fait, c'est une technique qui prend sa source dans les révolutions colorées. Les révolutions colorées, pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit, ce sont des révolutions qui ont eu lieu dans les anciens pays de l'Est. Lorsque l'URSS s'est démantelée, les États-Unis ont fait en sorte de enlever certains pays qui appartenaient à l'URSS, au giron soviétique, et de les mettre du côté occidental, du côté des États-Unis. Et donc, ces révolutions sont des révolutions d'un nouveau type, et il ne s'agit pas de faire des guerres, mais de démanteler des régimes qu'on appelle, d'ailleurs le nom c'est des régimes change, c'est un changement de régime, mais de manière soft, en utilisant la technique de la non-violence. Cette technique a été théorisée par un philosophe américain qui s'appelle Gene Sharp, dont le livre le plus connu est De la dictature à la démocratie. Cette technique a été pour la première fois employée en Birmanie, et puis ça n'a pas fonctionné. En 2000, cette technique a été utilisée en Serbie avec des jeunes Serbes, et on a vu très rapidement la chute du président Milošević. Et donc, à partir de ce moment-là, les jeunes Serbes, dont le groupe s'appelait Otpor, ont créé une école de formation pour faire des révolutions qui s'appelle Canvas. Alors, si on regarde comment Otpor ou Canvas ont réussi à mettre à terre le régime serbe, il y a des techniques, et il y a des méthodes d'action non violente. Dans leur livre qui est disponible gratuitement sur Internet, en plusieurs langues d'ailleurs, vous pouvez recenser 199 méthodes d'action non violente. Parmi elles, ce qu'on a vu en Algérie et qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est des jeunes, en général des jeunes femmes, qui distribuent des fleurs aux agents de l'ordre. Alors, pourquoi on distribue des fleurs aux agents de l'ordre? Pourquoi on sympathise, on appelle ça sympathiser avec, entre guillemets, l'ennemi? Pourquoi? Parce que les forces de l'ordre, ce sont eux qui sont entre les gouvernants et les gouvernés. Et donc, ils représentent une barrière entre les... Et c'est eux qui sont censés réprimer les manifestations. Donc, si on les a de notre côté, Gene Sharp dit, on change la peur de camp. C'est-à-dire la peur, au lieu qu'elle soit dans le camp des manifestants, elle va devenir dans le camp des oppresseurs et des dictateurs ou autocrates. Donc, ces méthodes, elles ont été enseignées partout dans le monde, là où il y a eu des révolutions colorées. Donc après 2000, il y a eu la Géorgie en 2003, il y a eu l'Ukraine en 2004, il y a eu le Kyrgyzstan en 2005, et dans ces pays, les régimes ont changé très rapidement avec
une technique de non-violence, en utilisant ce que j'ai dit, c'est des méthodes, c'est-à-dire donner une image positive de la jeunesse, essayer de sympathiser avec les forces de l'ordre ou l'armée, et ce qu'on a vu dans ces pays-là, on l'a vu en Tunisie, on l'a vu en Égypte, on l'a vu au Yémen par exemple, et on l'a vu en Algérie aussi. Mais justement, par rapport à ce que déclare à l'instant M. Ben Saada, au-delà de ces images idylliques de la contestation, plusieurs questions viennent à l'esprit au sujet de ces manifestations populaires. Sont-elles spontanées? Comment se fait-il qu'elles soient aussi organisées? Alors, un des fondateurs d'Otpor, donc le mouvement serbe, s'appelle Sherda Popovic. Et Sherda Popovic, actuellement, il enseigne justement ces techniques à travers le monde. Et Sherda Popovic dit, si vous voyez quelqu'un sympathiser avec les forces de l'ordre, c'est que quelqu'un y a pensé. Lui-même dit ça. D'accord ? Donc, vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, avoir des comportements sociaux qui sont différents du comportement normal. C'est-à-dire que normalement, on ne donne pas des fleurs à des policiers, on ne leur donne pas de l'eau, on ne prend pas des balais puis on balaye les rues. Tout ça fait partie de l'arsenal des 199 méthodes de révolte non violente préconisées par Canvas et bien sûr par les théories de Gene Sharp. Et il n'y a pas que ça. Vous avez aussi l'utilisation de slogans, l'utilisation de l'humour. D'ailleurs, il y a une vidéo sur Internet où Popovic explique la force de l'humour. Comment on peut, avec l'humour, changer les mentalités. Pourquoi ? Parce que il dit, les dictateurs, les autocrates se prennent au sérieux. Et puis, ils n'aiment pas qu'on rit d'eux. Et donc, utiliser l'humour devient une arme contre les gens qui oppressent le peuple. Vous avez aussi, dans le cas de ce que j'ai vu en Algérie, donc durant le Hirak, c'est les simulacres de funérailles. Il y a eu un simulacre de funérailles où on a fait en sorte que comme si on allait enterrer le président Bouteflika. Il y avait toute la et ça c'est une méthode aussi. Je me rappelle plus du numéro parce que elles sont numérotées de 1 à 199, mais je me rappelle pas du numéro, mais elle existe aussi. Puis ce que je vous dis existe sur Internet, c'est-à-dire vous allez sur le site de Canvas et puis téléchargez leur manuel, vous allez trouver ces méthodes-là. Mais tout a été organisé bien avant le 22 février. Pour ça, il y a en fait un phénomène déclencheur. Ils ont profité du terreau fertile pour déclencher l'étincelle. Et le 5e mandat, ça a été l'étincelle, M. Ben Saada. Exactement. Alors, il est très important de comprendre une chose, c'est que le Hirak est quelque chose de positif pour l'Algérie. Ce que je dis n'est pas contre le Hirak. Si il y a des gens qui manifestent, c'est qu'il y a des problèmes. Ils ont manifesté en Tunisie, ils ont manifesté en Égypte, ils ont manifesté en Syrie. C'est qu'il y a des problèmes sérieux de démocratie, d'égalité de chance, de hogra, etc. Sauf que il y a aussi de la manipulation. Si on regarde par exemple ce qui s'est passé en Égypte, que je décris très bien dans mon livre Arabesque, les gens qui ont fait les manifestations, le fer de lance, c'était le mouvement du 6 avril. Le mouvement du 6 avril égyptien a fait des manifestations à partir du 25 janvier 2011. En 2009, c'est-à-dire 2 ans avant, un des leaders qui s'appelle Mohamed Adel est parti en Serbie et vous pouvez voir ces photos, même si vous allez sur mon site, il y a des photos de lui avec Popovic. Et lui ne nie pas qu'il est allé se former chez Popovic et après, il est revenu en Égypte et il a formé d'autres personnes. Mais ce qu'il dit lui en fait, il dit « Je suis allé en Serbie en 2009 avec 14 cyberactivistes algériens et égyptiens.
On ne sait pas le nombre exact, mais il y avait aussi des Algériens qui sont partis. Donc, il est clair que l'Algérie étant un pays arabe, avec toutes les potentialités qu'elle a, il est impossible qu'elle ne soit pas visée comme les autres pays ont été visés. Impossible. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces cyberactivistes de ces révolutions sont ceux qui ont déclenché les révolutions colorées au niveau des pays de l'Europe de l'Est, ceux qui ont aussi déclenché les printemps arabes en 2011, sont également à l'origine de ce qui se produit actuellement en Algérie, ou alors ils sont loin de tout ce qui se produit aujourd'hui en Algérie? Alors, je décris dans mon livre la synergie qui s'est passée. C'est-à-dire que il y a des organismes d'exportation de la démocratie, je les appelle entre guillemets, américains, entre autres, je parle des Américains, mais il y en a d'autres aussi européens, qui forment, qui donnent des formations pour instaurer la démocratie dans les pays arabes. Et ce qu'on voit, c'est que à chaque fois qu'il y avait une rencontre, il n'y avait pas qu'un seul pays qui était ciblé. D'ailleurs, il y a un journaliste français qui a appelé ce groupe, il les a appelés la Ligue arabe du net. Pourquoi ? Parce que on regroupait des activistes et des cyberactivistes arabes dans un endroit, puis on leur donnait des formations. Et ça a été confirmé par un cyberactiviste illustre de Tunisie qui s'appelle Slim Ammamo, qui a dit mon copain c'est Wael Ronaim. Wael Ronaim est un cyberactiviste aussi égyptien. Il dit moi je connais Wael Ronaim, je l'ai rencontré et on se connaît entre nous. Et quand il y a eu les émeutes en Égypte, il y a eu un travail entre les Tunisiens et les Égyptiens. Et ils lui ont posé la question, ils lui ont dit mais est-ce que vous connaissez des Algériens ? Il dit moi j'en connais pas, mais nous avons des gens qui connaissent les Algériens aussi. C'est-à-dire que il est impossible que l'Algérie n'ait pas été ciblée, d'accord ? Mais cela ne veut pas dire qu'il y a pas de problème en Algérie. Je répète, tout ce type de révolution, qu'on appelle révolution ou soulèvement, etc., n'est possible que s'il y a un terreau fertile et que le pays soit visé. On peut même citer d'autres exemples, par exemple le Venezuela. On peut citer le cas de la Bolivie, où le président a été complètement chassé du pouvoir alors qu'il était élu. Prenons le cas de l'Ukraine en 2013-2014, où le président Yanukovych a été démocratiquement élu et il a été chassé du pouvoir. Je montre dans un article sur l'Ukraine que les mêmes organismes qui ont formé les Serbes étaient présents à l'Euromaïdan en 2013-2014. D'ailleurs, on était extrêmement étonnés de voir John McCain, qui est le président de l'IRI, un des organismes d'exportation de la démocratie, présent dans la place principale de Kiev, en train de faire des discours pour que la révolte continue. Donc en clair, on n'a plus besoin de déployer des armées sur le terrain pour faire des guerres à des pays. On agit seulement à la révolte des populations par rapport, bien sûr, à un terreau fertile qui pourrait peut-être pousser à l'explosion. Exactement. Et ça a été, nous, le phénomène déclencheur de 5e mandat. Alors, pour chaque type de révolution, on appelle ça des révolutions, je ne suis pas tellement certain du terme, je ne pense pas que ce soit un terme exact, mais ce qu'on appelle révolution, la révolution serbe, c'était la révolution du bulldozer, la révolution géorgienne, c'est la révolution des roses, la révolution qui s'est passée en Ukraine, c'est la révolution orange, au Kyrgyzstan, c'était la révolution des tulipes, etc. Au Liban, en 2005, les Serbes étaient présents en 2005, quand il y a eu les émeutes qui ont mis la Syrie hors du Liban. Donc, cela prend un terreau fertile, c'est-à-dire terreau fertile, ce que j'appelle un terreau fertile, des problèmes sérieux dans un pays. Vous ne pouvez pas déstabiliser un pays où les gens vivent bien. Quand il y a des problèmes, on peut
déstabiliser le pays, mais bien sûr, il faut chercher l'étincelle. Alors l'étincelle en Tunisie, on le sait, c'était l'immolation de feu Bouazizi. Ici, pour nous, ça a été le 5e mandat. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces Serbes ou ces cyberactivistes sont présents ici en Algérie ou travaillent avec certaines organisations existantes ici en Algérie? Alors, les recherches que j'ai menées à ce sujet ne sont soldées par des échecs. C'est-à-dire que j'ai pas trouvé de lien direct. Par contre, Sjorda Popovic, dont j'ai cité le nom tout à l'heure dans le Canvas, a écrit un article en avril où il parlait de la révolte en Algérie et il avait même cité Mouatana. Alors ça veut dire, alors je ne sais pas s'il a lui-même participé cette fois-ci à la formation, mais il était au courant de ce qui se passait. Par contre, je répète ce que j'ai dit, en 2009, Mohamed Adel, l'Égyptien, admet qu'il y avait des Algériens avec lui en Serbie. Alors, Monsieur Ahmed Ben Saada, vous avez parlé un peu de certains organismes qui seraient peut-être éventuellement impliqués, mais qui financent aujourd'hui ces organismes? Est-ce qu'on peut les connaître? Comment ils agissent? Alors, ou quel est leur mode opératoire? Je me suis intéressé exclusivement aux organismes américains, mais ça ne veut pas dire que des organismes européens ne participent pas aussi, d'accord? Peut-être dans un autre travail, je pourrais élaborer là-dessus parce que j'ai pas mal d'informations. En ce qui concerne les États-Unis fonctionnent avec une myriade d'organismes d'exportation de la démocratie. D'ailleurs, l'exportation de la démocratie fait partie de la politique américaine. Et donc, cette exportation de la démocratie, elle est tributaire de l'intérêt géopolitique des États-Unis. C'est-à-dire que on ne va pas aider un pays à instaurer la démocratie chez elle sans qu'il y ait un intérêt américain. C'est clair, c'est net. C'est-à-dire qu'on va investir dans la formation de cyberactivistes, etc., de formation, dans le but que après le régime change, qu'on ait des pions au niveau du pays. Et donc, l'organisme le plus connu, c'est la National Endowment for Democracy, la NED, qui travaille avec 4 satellites. L'IRI, International Republican Institute, qui était dirigé par le sénateur McCain, qui est décédé récemment. Le NDI, National Democratic Institute, qui est toujours dirigé par Margaret Albright. Le NDI et le IRI représentent les 2 grands partis américains, le Parti démocrate et le Parti républicain. Ensuite, vous avez 2 autres organismes satellites qui sont le CIPE, c'est-à-dire en fait, c'est tout ce qui est entreprise privée, et vous avez le Solidarity Center qui représente les syndicats ouvriers. Donc vous voyez, on travaille à plusieurs niveaux. Ça, c'est pour la NED. Vous avez un autre organisme qui est le Freedom House, qui est très ancien et qui finance des formations. Freedom House, par exemple, a financé la formation de Mohamed Adel et des Algériens en Serbie. Vous avez aussi l'Open Society de George Soros, qui prône, comme son nom l'indique, Open Society, une société ouverte au marché, ouverte à la mondialisation. Donc on aide à ouvrir des pays, mais en fait on aide à ouvrir des marchés. Et vous avez bien sûr le fameux USAID, qui est un organisme qui gère énormément d'argent et qui est présent dans une centaine de pays dans le monde. Mais est-ce qu'ils ont des ramifications avec tous les États, y compris ici en Algérie, avec certains organismes? Alors on peut en citer quelques-uns? C'est sûr. Par exemple, on a la chance, le seul organisme qui publie ces financements, c'est la NED. Donc on peut consulter les rapports de la NED, les rapports annuels, et vous avez par exemple des organismes comme le RAJ,
qui est financée, qui a été financée depuis très longtemps, qui est financée. Vous avez la Ligue des droits de l'homme, la Ligue de défense, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, qui est financée plusieurs années, elle a été financée. Vous avez aussi le CFDA, le collectif des familles disparues d'Algérie. Vous avez SOS disparus. Vous avez il y a, c'est noté, même dans mon livre, vous avez une annexe où je donne même le montant qui a été donné chaque année. Donc c'est pas quelque chose de secret. Et j'ai eu la chance, quand j'ai écrit la première version de mon livre en 2011, la Net publiait jusqu'à 5 ou 6 ans antérieurs. Après la sortie de mon livre, ça a disparu. On ne peut consulter que le rapport de l'année en cours. Comme maintenant, par exemple, nous sommes en 2019, nous pouvons consulter le rapport de 2018. Et dans le rapport de 2018, on voit que le CIPE a financé des groupes ici en Algérie en très haut montant, beaucoup d'argent, et vous avez par exemple SOS Disparu ou le CFDA qui aussi a été financé. Mais pourquoi aujourd'hui cette volonté de faire croire que ces manifestations ont un air spontané? Et pourquoi toutes les personnes qui tiennent des discours contraires aux revendications de ces manifestants sont automatiquement insultées, violentées et même rejetées? Alors, et décriées? Il faut être clair, parce que moi je suis j'analyse des faits. Je suis pas un politicien en fait. Je suis un chercheur, j'analyse des faits. Vous avez des problèmes dans un pays, puis les gens se révoltent contre ces problèmes. Et tout d'un coup, si vous dites quelque chose de légèrement négatif sur ça, vous êtes traité de collaborateur avec les puissants, vous êtes vous êtes insulté parce que vous êtes actuellement, on vous appelle des cachiris ou des choses ou de ce style-là, d'accord? Il faut être clair sur le fait que les revendications sont des revendications justes, mais que la méthode pour arriver à remplacer le régime peut poser des problèmes, d'accord? Alors, pourquoi les gens, la plupart des gens, et ça je veux pas dire que tous les gens qui manifestent ont été formés, parce que la plupart du temps, on va nous dire, ben non, mais on peut pas former des millions de personnes. Et c'est vrai, nous ne pouvons pas former des millions de personnes. On forme un groupe de gens percutants, qui va stratégiquement planifier les manifestations. Par exemple, donner des directives, savoir où se rassembler, donner des idées, par exemple, sur les slogans à utiliser pendant la semaine, organiser des remises de fleurs, par exemple, aux agents de l'ordre, se débrouiller des bouteilles d'eau, ça demande de l'argent. Les pancartes, ça demande de l'argent. Tout ça a été planifié. Par contre, nous ne pouvons pas dire que tout le monde a été formé. Mais il y a un groupe qui pense à tout ça, qui est en haut de la pyramide, qui gère cette organisation. Mais qui a été formé? Alors, et qui ont-ils formé? Alors, pour l'instant, c'est très difficile de le savoir. Mais vous jugez un phénomène social par ce qui a formé, mais aussi vous pouvez le juger par qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Tout le monde est concerné sans exception, que ce soit dans des organisations de défense des droits de l'homme, par exemple dans certains partis politiques, également dans les médias, tout le monde est concerné par ce type de formation et pourrait avoir été approché pour ce type de formation. Il est clair que la méthode des États-Unis est une méthode extrêmement efficace, c'est-à-dire que les États-Unis, moi je suis remonté, les formations, je suis remonté jusqu'en 2007, c'est-à-dire bien avant le printemps arabe, c'est-à-dire que les États-Unis, après le 11 septembre, ont décidé de faire des changements radicaux dans les pays arabes. Et donc, ils se sont donné les moyens. Et pour cela, je cite un rapport d'un think tank de l'armée américaine qui s'appelle le RAND. Et le RAND est clair. Il a fait une étude sur le mouvement Kifaya en 2005 en Égypte et il donne des directives. Ces directives, c'est vous devez, au lieu que ce soit les États-Unis qui s'impliquent, que des Américains s'impliquent dans les révoltes, vous devez former des cyberactivistes
que j'appelle moi autochtones, c'est-à-dire des cyberactivistes du pays. Et il faut financer, il faut donner de l'argent aux organismes qui exportent de la démocratie dans les pays arabes. Tout ça est clair et je cite dans mon livre Arabesque des extraits du rapport Rand qui sont absolument clairs là-dessus. Maintenant, vous me posez la question, est-ce que actuellement sur le terrain il y a des gens qui ont été formés? Nous ne pouvons pas le savoir parce que en fait, c'est pas des choses qui sont divulguées. Si, par exemple, Mohamed Adel n'avait pas parlé de la formation des Algériens en Serbie, nous ne le saurons pas. C'est des choses qui sont gardées quand même secrètes. Même si l'argent qu'on donne est publié, mais en fait, les formations sont gardées secrètement. Donc, nous ne pouvons pas dire qui a été financé, etc. Mais nous savons que des gens ont été financés. Et les similitudes notées sur le terrain abondent dans cette direction. Vous parlez même de certains think tanks qui auraient été également saisis et qui existent et qui sont actifs en Algérie. Est-ce qu'on peut considérer que les experts serbes de Canvas exportent toutes ces révolutions pacifiques et on peut les reconnaître un peu par le point fermé qu'on voit un peu partout? On l'a vu au début du mouvement populaire, après le 22 février, le logo d'Otpor. Alors, il suffit de reconnaître ce point pour savoir qu'il y a une sorte d'ingérence de ces experts serbes de Canvas. Alors, les gens vont dire c'est trop facile, mais en fait, si on regarde par exemple le logo de Otpor, c'est le point fermé, on parle de fist. En Géorgie, c'est le point fermé. En Ukraine, c'est le point fermé. En Kyrgyzstan, c'est le point fermé. Vous avez en 2005 au Liban, et c'est le point fermé. J'ai écrit un article sur Hong Kong, il y a le point fermé. Vous allez le mouvement du 6 avril, le mouvement égyptien qui était vraiment le moteur de la révolte en Égypte, il a un point exactement le même point que celui d'Otpor, qui est mis partout dans ses banderoles, etc. Et nous l'avons vu en Algérie. Même j'ai mis une affiche dans un de mes articles où on voit le point. Avec le drapeau algérien. Avec le drapeau algérien. Nous avons le pouvoir du peuple, Shab huwa sultan. Exactement. Nous avons aussi ce point au Maroc, nous avons ce point au Bahreïn, nous avons ce point en Syrie, nous avons ce point en Libye. Et d'ailleurs, dans mon livre, il y a toute une page où je montre ces points. Et nous l'avons vu aussi à Alger. Il a été à Alger. Et actuellement, si vous suivez ce qui se passe au Liban, il y a un énorme point qui est à la place centrale à Beyrouth, qui est érigé au milieu et qui a été brûlé récemment, mais qui a été reconstruit. Justement, c'est une des marques de fabrique d'Otpor. Oui, mais justement, par rapport à ce point d'Otpor, vous faites aussi des similitudes avec ce qui s'est produit en janvier 2011. Vous dites ce point-là, on l'a vu dans le mouvement qui a déclenché un peu une sorte de manifestation au niveau de la capitale à Alger avec ce point. Et on le retrouve aujourd'hui en 2019. Exactement. Donc, en 2011... Dans les affiches et banderoles, on le voit partout. Les affiches, il y avait des affiches, d'ailleurs j'en ai gardé quelques-unes, où on voit le point en 2011 et on l'a revu en 2019. Nous l'avons revu. Et le vendredi 15 mars, il portait يسقط النظام تسقط العصابة ترحلوا يعني ترحلوا. Exactement. Avec le point. Avec le point. Et il a complètement disparu. Après la sortie de mon article, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. On distribue plus de roses, de fleurs, puis on balaye plus les rues. Comme si, parce que et puis le point a disparu. Donc, ce sont des marques de fabrique de Canvas et qui ont complètement disparu parce qu'elles sont facilement reconnaissables. Alors, des questions des auditeurs. Vous avez cet auditeur qui vous pose cette question. Monsieur Ahmed Ben Saadeh vous dit, est-ce que vous n'êtes pas en train de tenter de nous faire peur et de nous faire croire que nous sommes manipulés alors que c'est un mouvement totalement spontané pour faire partir la Isaba? Alors, premièrement, moi je ne fais peur à personne. J'étudie des mouvements sociaux. Je l'ai fait pour l'Ukraine, je l'ai fait pour l'Égypte, pour la Tunisie, etc. Bien avant ce qui se passe en Algérie. Je ne fais pas peur. Autre chose...
La spontanéité dans tout ce qui est politique n'existe pas. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez le président Roosevelt qui a dit, bien avant moi, quand on voit un phénomène social, c'est que quelqu'un y a réfléchi. D'accord ? Autre chose. Dans les pays arabes, il y a eu des manifestations. Avant le printemps arabe, il y a eu des manifestations. Je cite 2 cas. Il y a le cas de Mahalla al-Kubra en 2008 en Égypte, qui a été un grand mouvement de protestation sociale et qui a été réprimé par l'armée. Et ça n'a pas abouti à un changement de régime. Vous avez par exemple des émeutes de Gafsa, par exemple en 2008 aussi. Ces émeutes de Gafsa n'ont pas abouti à des changements de régime. Quelle est la différence entre avant le printemps arabe et après le printemps arabe? La différence, c'est que au lieu de faire des manifestations qui vont mener à la confrontation avec les forces de l'ordre, on change de méthode, on change de modus operandi, et en utilisant les techniques de Tpor et de Canvas, on peut réussir à changer le régime en peu de temps. Vous savez, entre l'immolation de Bouazizi et le départ de Ben Ali, il n'y avait même pas un mois. Entre le début des manifestations en Égypte, Maidan Tahrir, ça a commencé le 25 janvier. Le 11 février, Moubarak était parti. Ce sont des méthodes extrêmement efficaces. Alors justement, autre question de l'auditeur qui vous dit c'est trop facile aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a un problème dans notre pays, on accuse la main étrangère. Quelle est votre réponse justement, Monsieur Ahmed Ben Saada? Alors, à chaque fois que il est difficile de combattre le romantisme révolutionnaire. C'est-à-dire que les gens, quand il y a des problèmes dans des pays, aiment bien changer de régime, avoir de la démocratie, etc. Et donc, je comprends que les gens peuvent être réticents. Je comprends que les gens ne peuvent pas adhérer à ce que j'explique. Mais les faits sont têtus. Et les organismes qui étaient dans le CNCD, pas tous, mais la plupart, étaient financés par les États-Unis. Actuellement, beaucoup d'acteurs qui sont dans la revendication un peu extrême ont été et sont encore financés par les États-Unis. Il y a un financement étranger. Et ça, c'est pas de la théorie du complot. Je publie sur mon site et dans mes livres et dans mes articles, je publie les données, je publie les documents qui prouvent ce que je dis. Donc, on peut y accéder à vos documents. On peut y accéder, on peut regarder, on peut même les lire, etc. Et même, j'en ai publié quelques-uns en mois d'avril et ils se retrouvent un peu partout sur Internet. On peut les retrouver sur Internet. Donc, il faut pas penser que le fait de dire qu'il y a de la manipulation, que je suis contre le Hirak. C'est pas du tout ça. C'est que pour qu'une révolte aboutisse, il faut qu'elle soit absolument intrinsèque. C'est-à-dire que nos problèmes, nous les réglons entre nous. Nous n'avons pas besoin de financement étranger qui va nous pousser à nous entretuer. Nous avons connu une décennie noire et moi-même j'ai perdu mon frère dans cette histoire. À 20 ans, il a été assassiné. Et donc moi je ne veux pas qu'il y ait un bain de sang dans notre pays. Si nous faisons ce que les agendas étrangers nous disent de faire, nous allons vers un mur. Et ça veut pas dire que nous n'avons pas de problème. Je vis ici, je vis dans ce pays-là et nous avons des problèmes. Mais c'est pas en suivant les agendas étrangers que nous allons les résoudre. Alors justement, autre question de l'auditeur qui vous dit, Monsieur Ben Saada, on vous écoute depuis tout à l'heure, vous parlez de faits, mais vous ne citez ni organisation, ni personne, ni vous donnez des indications précises sur ce que vous êtes en train de déclarer un instant dans l'émission.
Mais quand même, je ne sais pas si le monsieur a suivi, mais j'ai cité la National Endowment for Democracy, j'ai cité Freedom House, j'ai cité l'USAID, j'ai cité le NDI, le IRI, l'organisme de Soros, l'OSI, l'Open Society. Tous ces organismes financent. Et actuellement, par exemple, ce que j'ai dit, c'est que, par exemple, vous avez la Ligue des droits de l'homme qui a reçu, la Ligue des droits de l'homme la Ligue algérienne des droits de l'homme qui a reçu de l'argent. Vous avez SOS Disparu qui a reçu de l'argent, CFDA qui a reçu de l'argent. Et ils sont pas, il n'y a pas que eux, hein, il y en a d'autres, mais bon, on ne peut pas toutes les citer parce que les listes des fois sont très longues. Mais il y a des gens qui ont reçu de l'argent. Et comme par hasard, ces gens-là, on les retrouve sur le devant de la scène quand il s'agit... Par exemple, prenons le Raj. Le Raj a reçu énormément d'argent. On remonte jusqu'à même probablement avant... bien avant le printemps arabe, des années avant. Ils ont reçu énormément d'argent et ils sont présents dans des manifestations où l'ANED est présente. Je veux dire, moi je parle des dirigeants, de ceux qui décident de la politique du Raj. Et il y a une grande connivence, par exemple, entre le Raj et certains organismes de financement de la démocratie. Donc c'est pas inventé. Moi le Raj, je ne l'ai connu, comme j'habite à Oran et à Montréal, je ne l'ai connu que quand j'ai fait mes recherches. Je ne connaissais pas le Raj, mais j'ai vu le Raj et je me suis intéressé à ce qu'ils font. Et après, c'est juste de faire des recoupements, de regarder où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font sur le terrain, etc. Alors, autre question de l'auditeur qui dit, alors Madame Souhila Hachmi, pourquoi vous vous amusez à nous dire toutes ces vérités aujourd'hui? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Est-ce qu'on peut considérer que partant de ce que vous êtes en train de nous dire ce matin, les médias sont complices et vous avez été complice et l'histoire le retiendra? Monsieur Ahmed Ben Saada, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question qui vous est adressée. Moi, je pense que c'est très... vous savez, quand j'ai écrit mon livre en 2011, la première version de mon livre qui s'appelle Arabesque américaine, j'ai reçu énormément de critiques et d'insultes, etc. Parce que les gens, en fait, ils font pas la différence entre une analyse scientifique d'un phénomène social et tout ce qui est romantisme. Il y a cette dichotomie qui est difficile à comprendre. Et quand on dit, je me rappelle au début de 2011, c'est fini, les pays arabes vont vivre en démocratie, c'est la libération de la parole, etc., etc. Mais en fait, moi j'avais dit, oui, c'est vrai, les révoltes sont salutaires pour certains pays, mais le fait que ceux qui sont à l'avant du mouvement sont financés par des pays étrangers, en l'occurrence les États-Unis, ça peut ne pas mener à grand-chose. Et l'histoire m'a donné raison. Là, regardons ce qui se passe en Libye, regarde ce qui se passe en Syrie. Et ça, je veux pas faire peur aux Algériens. Je dis que réellement, ça a existé. Il y a eu des financements et nous sommes arrivés à ça. Je n'invente rien, l'histoire est là pour nous le dire. Et les documents peuvent l'attester. Exactement. Vous parlez dans votre article, vous dites 8 ans après la printanisation de l'Algérie. C'est la printanisation de l'Algérie, ce que nous connaissons actuellement, M. Ahmed Ben Saada. Alors, le néologisme, je l'ai utilisé depuis 2011, printaniser, le verbe printaniser qui n'existe pas dans le dictionnaire. Mais en fait, ce que je voulais dire par printanisation, c'est-à-dire que tous les éléments que j'ai étudiés durant le Hirak pendant les mois précédents, le mois d'avril, parce que l'article je l'ai écrit au mois d'avril, montraient qu'il y avait des similitudes avec ce qui s'est passé dans les pays touchés par le printemps arabe. Donc c'est ça que je voulais dire. Mais moi, ce que je souhaite... C'est attirer l'attention? Non, c'est qu'il y ait un réel printemps en Algérie. C'est-à-dire que de régler nos problèmes entre nous et d'avoir un pays démocratique, mais sans qu'il y ait une ingérence étrangère. C'est ça, c'est ça notre cheval de bataille. Mais cette ingérence étrangère, est-ce qu'elle est bien réelle aujourd'hui? Au-delà, bien sûr, de ce qui se trame au niveau de certaines officines, quand on voit que, par exemple, l'Union européenne traite de la question algérienne. Mais c'est clair que... Tout ça, c'est de l'ingérence étrangère. Je veux dire, la politique étrangère des pays, surtout occidentaux,
c'est une politique où on cherche des alliés, on cherche des parts de marché, on cherche du commerce. Tout ça n'est pas relié à la démocratie. En fait, c'est relié à l'économie, au marché possible. Et donc, ni la France, ni les États-Unis, ni d'autres pays ne sont indifférents à ce qui se passe en Algérie. Alors, si on prend le cas de ce qui se passe, qui se passe ou qui s'est passé au Parlement européen, en fait, le Parlement européen va débattre de la situation de l'Algérie, et c'est Raphaël Glucksmann qui a demandé ce débat. Et Raphaël Glucksmann, juste pour les gens qui ne connaissent pas, il fait partie du Cercle de l'Oratoire, qui est un think tank français néoconservateur. C'est un think tank, par exemple, qui était pour l'invasion de l'Irak, pour l'invasion de l'Afghanistan, pour la destruction de la Libye, etc. Donc, ça ne m'étonne pas qu'un gars comme Glucksmann puisse s'ingérer dans les affaires de l'Algérie. Et donc, c'est tout à fait compréhensible quand on connaît les arrière-pensées de ce monsieur. Alors, dans votre écrit, vous dites que l'arrogance, l'entêtement et l'obstination sont de très mauvais conseillers dans cette période, faisant en sorte que ce soulèvement populaire soit un vif succès, que pour une Algérie nouvelle, apaisée, une Algérie pleine de promesses pour un peuple qui a tant espéré. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Exactement. Le Hirak est quelque chose, à mon avis, de bénéfique pour le pays, et jamais l'Algérie ne reviendra à avant le Hirak. C'est clair, net et précis. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Sauf que donnons-nous les chances d'avoir un pays qui est tenu par les Algériens et par des agendas purement algériens et non pas des agendas étrangers. Monsieur Ahmed Ben Saada, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous dans le studio ce matin. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci pour votre invitation, merci.